Enregistrement. Allez, c'est parti. Du coup, ouais, désolé pour le petit retard, on décalera de 20 minutes ou peut-être pas, enfin on fera peut-être que 40 minutes cette semaine, histoire de garder le rythme avec les autres. Ok, est-ce que vous avez des trucs à revoir d'abord? Alors, le range, on le fait juste après. Alors, toujours accès. Ah oui, c'est par rapport au fait que tu n'aies pas accès au channel, je comprends pas, c'est pas normal. Alors, je vais checker tes rôles. Mais a priori, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Tu vois pas le channel, c'est pas normal. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de solutionner ça après, mais les autres, vous le voyez bien ou pas? Genre Suménois qui est blanc, tu le vois aussi, non? Sinon, c'est que je me suis chié dans les... Merde. Bon. Il y a un truc qui m'échappe alors. French, first class, English. Attends, je vais checker entre deux ou trois d'entre vous pour voir si je peux voir ce qui pourrait expliquer le truc. French first class. Non. Bon, écoute, je reset certaines certaines de tes permissions, Venom. On va voir si ça gère le problème. Est-ce que tu le vois apparaître là maintenant? Putain, c'est pas possible ça. Bon, on essaiera de régler ça après alors. Alors attends, on va faire un exercice. Est-ce que là, par contre, tu vois le tendance? Analyse tendance. Ou... Et tu vois range aussi ou pas? Punaise. Ah, mais genre, t'as été banni du range ou quoi? C'est pas possible. Attends, je check les permissions, mais... Allez, French in first class. Non, c'est pas possible. Tu devrais voir, tu devrais pouvoir le voir. Je comprends pas là. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui va pas. Bah non, mais c'est pas banni, mais je comprends pas pourquoi tu le vois pas. Je suis désolé. Bon, on essaiera de trouver la solution plus tard. Ok, est-ce que vous avez des analyses à corriger ou on fait au hasard? Tu vois rien non plus? Alors non, là c'est qu'il y a un souci, il y a un truc qui colle pas, c'est pas normal. Alors toi, t'as pas le first class, mais t'as French, donc tu devrais voir. Il y a un truc qui me chiffonne là. Euh, Non, je pense pas que tu mérites d'être jaune, je suis désolé. Je pense que vert c'est bien pour l'instant. Euh, alors, euh, non, allez, bref, on se met au boulot. Allez, LCUW. Ok. Alors, ok. Ok. Bon, donc clairement, en mensuel, on n'a pas grand-chose de fifoufou. On n'a que deux boîtes de contexte. Bon, ça commence à s'installer doucement. Donc là, de toute façon, on ne pourrait pas définir un statut de tendance quel qu'il soit, hein. Là, peut-être un peu plus. Ok. Ah merde, pardon. Effectivement, sans le partage d'écran, on ne veut pas aller loin. Écran. Tac. Ouais, il faut que je rajoute mes petites flèches. Alors, ok. Donc là, à la limite, on pourrait dire ça va pour un range. Bon, bonjour la volatilité du range.
Euh, j'ai pas de breakout clair, j'ai des breakouts de range. C'est pas ouf hein, pour statuer de tendance là-dessus. Bon, je mets juste les chandeliers pour vérifier qu'il y a au moins de la liquidité. Oui, ok. C'est funky ce truc, hein. J'ai pas plus la réponse que toi là en fait. Sincèrement, ça sent la séquence alternative plus qu'autre chose, parce que le breakout ici est tout sauf clair. Mais j'aurais préféré un retour à la moyenne ici en fait. Donc je comprends pas la réattaque de la TH. Moi je sais pas. Je sais pas séquencer ce truc-là. Ça n'a pas une structure de tendance propre. Il n'y a pas le moindre suivi de tendance. Ça fait pullback direct. Maintenant, voilà, moi je dirais si ça va à 15, j'arrête là quoi. Sincèrement, j'irai pas chercher au-delà de ça, pour ma part. Oui, oui, non, non, mais alors, qu'on soit clair, moi je dirais juste, pour trader une tendance, il faut qu'il y ait un range dont on sort, d'accord? Donc là, déjà, bonjour le range. Le seul range que je vois, c'est ça. Donc déjà, de base, ça doit vous dire, waouh, c'est assez un peu conventionnel ce bordel. Euh, L'autre cas, ou lequel je pourrais, c'est de dire, ok, dans ce cas-là, j'ai un breakout ici, il n'est pas parfait, parfait, je me mange l'anomalie Covid. Dans ce cas-là, je considère en soi, d'accord, que Covid est une anomalie et que ça n'est jamais arrivé, d'accord? Je peux tout à fait le justifier, d'accord? Dans ce cas-là, en fait, c'est de dire tout ça, ça aurait jamais dû se produire et ils sont là, nos suivis de tendance, en fait. C'est de dire ça break par là, on fait le report de range ratio 1 pour 1, on présume du fait que le Covid est une anomalie de séquence, entre guillemets la valeur se replie un peu, mais elle repart. Dans ce cas-là, tu as pullback et que c'est final, et moi j'arrêterai de trader ce truc-là à partir de 15-16 euros, il faut s'arrêter quoi. Voilà. Rechercher l'excès final par là. Ça pour moi, ça me paraît plausible, mais il faut faire beaucoup, beaucoup d'assumptions. Voilà. Ok? C'est de dire, là, il faut partir du principe, c'est vraiment une chute anomalie, Covid. Et dans ce cas-là, le breakout de tendance s'est constitué ici. Si on considère que ça, c'est pas une revisite du niveau de breakout, mais juste une altération Covid, je peux, dans ce cas-là, dire, ok, je considère que ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, il y a eu une rupture de cycle ici, des suivis de tendance peut-être assez imparfaits ici, dû évidemment à la volatilité. Ça me paraît possible. Alors non, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Non, voilà, c'est bon, je pense avoir trouvé. C'est plus rare. Voilà. Moi, j'aurais plutôt l'idée vague une étendue. Ouais, c'est un des rares cas où je pense que ça peut tout à fait coller en vague une étendue. Ça veut dire, ça fait bien un nouveau plus bas dans un range, et boum, on sort du range direct, sans volatilité, ok, et la moyenne repasse sous les contextes. Ça, c'est le typique de la vague une étendue, en fait. Et vous avez premier pullback, deuxième pullback en overlap à venir, et la fin de l'excès final derrière. Ça me paraît beaucoup plus rationnel, ça. Donc ça, effectivement, je vais me le noter. Celui-là, il est magnifique en vague une étendue. C'est un très très bel exemple. C'est un très très bel exemple de séquence vague une étendue. Alors, tac, 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 né. Ok, avec donc un overlap à construire au niveau de cette zone-là. L'overlap doit toujours être en clôture des UT supérieures. Donc oui, c'est à peu près par là. Ok. Tac. Il faut revenir se poser à peu près par là avant de faire le dernier excès final. Ok. Moi, a priori, ça peut fonctionner. Premier pullback. Aïe. Euh, voilà. Deuxième pullback. Et les excès finaux de l'autre côté.
OK? Ça me paraît tout à fait légitime sur ce truc-là. Là, on a bien le range mature sur l'unité inférieure, la troisième borne, quatrième, clôture sous les contextes, tous les classiques, fin de cycle. C'est clairement un pullback, hein. OK? Donc moi, pour ma part, ça, clairement, une magnifique vague 1 étendue, tout ce qu'il y a de plus académique. Alors, du coup, je me l'enregistre. Non, mais je veux pas copie dans le clipboard. Comment on fait déjà? I download. Alright. Ok, parfait. Donc ça, c'est une très belle vague 1 étendue. Voilà la réponse. Clairement, sans aucun doute. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus viable. Et puis ça, c'est le typico de la vague 1 étendue. Voilà. Nouveau plus bas, V-bottom, cassure du sommet, déplacement de la moyenne. C'est tout ce qui est écrit dans votre précis. Donc super. Alors évidemment, vous l'avez vu, les vagues 1 étendues sont beaucoup plus rares, hein. C'est pas une anomalie, c'est plus de dire, là déjà tout à l'heure, il fallait tordre beaucoup de règles et j'aime pas trop ça. Et puis il n'y a pas les suivis de tendance en fait, c'est surtout ça qui m'a marqué. Voilà. Vous rappelez-vous, dans la vague 1 étendue, c'est typique le fait de ne pas avoir de volatilité. La volatilité, elle va s'exprimer dans les phases finales. Ok? C'est bon, ça va pour tout le monde? Donc vague 1 étendue, très bel exemple ici. C'est normal que vous ayez galéré, elles sont un peu plus rares. Alors, à trader, c'est extrêmement compliqué. C'est expliqué dans le précis normalement d'ailleurs. Le problème, c'est que ces vagues 1 étendues, vous n'aurez jamais la psycho de les trader là, et moi non plus. Donc en fait, le problème, c'est que quand ça se produit, bah, vous vous faites niquer en fait, hein. C'est de dire, soit vous avez eu de la chatte et vous avez acheté la panique, et du coup, vous allez voir que la cassure du plus haut, bah, en fait, il ne faut pas take profit. Et vous allez vous laisser porter. Et c'est très, franchement, en termes de psycho, pour moi, c'est impossible. Oui, oui, c'est comme le S&P 500. Pour moi, c'est trader une vague 1 étendue, c'est pratiquement impossible. Ou alors, il faut avoir prévu le V-bottom. C'est-à-dire, tout comme moi, sur le S&P, je savais qu'on allait s'en manger une. Et j'ai payé le Covid. Mais vous savez que j'ai take profit beaucoup trop vite et que j'ai même hedgé le portefeuille short. Bien avant, enfin, pendant tout le délire, là, Fed, etc., tout le bordel. Mais c'est extrêmement dur de trader ces séquences. Honnêtement, voilà, c'est bien beau de les identifier, mais rappelez-vous surtout l'intérêt de cette structure, c'est quoi? Alors, je vais ressortir le prési, moi, comme ça, voilà. Prési. Hop. Qu'est-ce que vous savez surtout? Quel est l'avantage une fois que vous avez identifié la structure? Même si vous l'identifiez tardivement, la différence, c'est que les autres vont se planter, pas vous. Leur psychologie va être ultra bullish, alors que vous savez qu'il faudra juste récupérer les miettes. Voilà, qu'il y aura deux excès finaux, c'est-à-dire il faut rester haussier, mais clairement, il n'y a plus beaucoup de rendement à tirer. C'est-à-dire que si tu ne profites pas ici, ça ne sert à rien. Voilà. Tu sais que le deuxième pullback, quand tout le monde sera bear, il ne faudra pas hésiter à y aller pour jouer encore un excès final et après terminer. Et vous savez quoi surtout? Que c'est une tendance. Ça veut dire que cette tendance, même si elle a une séquence alternative, selon la lecture de notre stratégie, vous savez donc qu'elle a quitté la zone de valeur A, qu'elle s'installe dans la zone de valeur B. Elle ne reviendra plus jamais ici. Ça n'a rien à voir avec vos shitcoins là qui montent n'importe comment. Et autrement dit, bah, ils montent et puis quand ils arrêteront de monter, ils vont tout corriger. Ils vont tout effacer parce qu'il n'y a jamais eu de déplacement de valeur. On n'a fait qu'afficher des prix pour faire trader les gogoles et on ne s'est jamais vraiment on s'est jamais vraiment posé la question de savoir si ça avait de la valeur. Là, l'avantage, c'est que vous savez que la valeur, elle sera installée sur la zone des 14 et quelques. Autrement dit, ce qu'on trade aujourd'hui, vous savez que si vous investissez sur ce truc, vous aurez probablement toujours la possibilité de trouver une contrepartie avec de la profondeur de marché sur la zone des 15 euros. OK? Je sais que ça vous paraît fou aujourd'hui de dire ouais, mais ça casse les couilles, moi en soi, j'ai juste envie de savoir où est-ce que j'achète, où est-ce que je vends. Moi, je vous apprends à trader, d'accord? Autant avec 10 balles qu'avec 100 millions. C'est les mêmes stratégies que vous pouvez exécuter dans les deux cas de figure, parce que je vous apprends à trader la valeur et que la valeur, elle trouve toujours une contrepartie. D'accord? Moi, je ne vous apprends pas à trader la volatilité à débile de j'achète, je vends, et si j'arrive à timer le marché correctement, je gagne de l'argent. OK? La réalité, je vous l'ai dit, c'est il y a très peu de gens qui sont capables de le faire correctement. Ça ne veut pas dire personne, ça veut dire rare.
Donc on fait gaffe, encore une fois, trader la volatilité, c'est très compliqué. Et je sais qu'en 10 ans de métier, j'en ai pas vu beaucoup capables de le faire durablement et correctement. J'en ai vu beaucoup prétendre. Par contre, il n'y en a plus beaucoup qui sont là, hein. Enfin bon. Euh, et après, évidemment, une fois que tu as rangé, tu fais ce que tu veux. Une fois que tu as rangé, en général, bah, déjà, tu as déplacé ta valeur. Donc, je te dis, tu es sûr de pouvoir trouver des contreparties avec la profondeur de marché. D'accord? La valeur s'est déplacée en même temps que le prix. Et à partir de là, bah, tu ranges et tu peux très bien repartir. Voilà, tu t'installes sur une zone de valeur, puis si les fondamentaux de l'entreprise continuent, tu repars, hein. Il n'y a pas de souci. C'est relativement rare d'arriver à avoir deux tendances, mais ce n'est pas incompatible non plus. Il y a des cas où on l'a déjà vu. Ok, donc sur celle-là, c'est bon pour tout le monde. Vague une étendue, classico. Et donc, comme on l'a vu dans le prési, ce qui est important de retenir dans ces vagues une étendues, c'est que du coup, hop, donc déjà c'est rare, ok, le supply est extrêmement rare à tel point que la hausse de la demande va casser un départ prématuré de la tendance, autrement dit, il n'y aura pas d'accumulation et le prix va rebondir très violemment en formant généralement un V-bottom. Le souci principal avec la V1 étendue vient du fait qu'on ne peut difficilement l'anticiper. On la constate en tour de route. La psychologie des investisseurs est alors très altérée. Hop, voilà, je vous la zoome un peu. La tendance sans préparation laisse beaucoup de traders sur le banc de touche. Cela génère de la frustration et une prise de risque accentuée, alors même que la structure va ralentir. Ils vont devenir de plus en plus agressifs. Vous devez avoir le raisonnement inverse. Sachez accepter que vous avez raté le plus gros, contentez-vous des miettes. Voilà. Ok? Hyper important, hein. Et donc, on change le schéma de la structure avec un double pullback et un double excès final qui termine la structure de tendance, qui est donc généralement partie sans vous. Alors, si tu as payé le pullback, plus recharge sur l'overlap, tu es déjà bien. Tout à fait. Alors, par contre, on n'accumule pas les deux positions. C'est de dire, tu payes ce pullback, tu traites ça comme un pullback excès final classique, d'accord? Mais tu le fais deux fois, en fait. C'est de dire, cette structure, elle va le répéter. Et tu sais que le deuxième pullback, il va se trouver au niveau de l'overlap du précédent sommet, donc vers les 14, 15. Tu sais donc qu'ici, il y aura une zone d'achat. OK? Et tu n'oublies pas de faire des TP sur les excès finaux. C'est pas j'achète, je fais pas de TP, je rachète et je fais le TP sur la fin. C'est vraiment achat, take profit. Excès final, c'est vous devez sortir vos positions. Je reprends une deuxième fois et là je sors tout, voire ici éventuellement je rentre en correctif. Même si je vous le rappelle, trader ces vagues correctives quand il y a eu déplacement de valeur, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez trader? Alors les flux, oui, bien sûr, mais surtout la troisième borne. Voilà. Dans les trades à faible risque, vous aurez forcément une troisième borne derrière. Donc ça, il ne faudra pas hésiter à la trader. Quand la tendance est finie, on passe en mode range. Et comme vous avez eu une tendance, qu'est-ce qui se passe après une tendance? Toujours une troisième borne. On revient toujours pratiquement la chercher, sauf cas très rares. Ok, bon, c'est pas mal sur celle-là. On passe à autre chose? Pardon, alors, quand tu imites les gogols, imite l'accent du Marseillais au Vieux-Port, maîtrises-tu la version gogol avec accent toulousain? Non, mais on va dire c'est l'accent du Sud. Mais c'est pas critique, je suis un sudiste, hein, faut arrêter. C'est juste que, bon, bah, je trouve que ça exprime bien, on va dire, quitte à créer un personnage, c'est pas péjoratif. Enfin, j'espère que vous le prenez pas comme ça. Voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut faire le point sur les quoi? Alors, attends, j'ai pas eu la question de base. Que j'y revienne. C'est sur les signaux, framework et momentum. Ok, j'avais pas vu la question, tu fais bien de reposer. On en avait parlé dans le Discord, genre les déclencheurs. Oui, tout à fait, très bien. Effectivement, on va faire le point là-dessus. On prend 5 minutes pour le faire, ouais. Ok. Alors, du coup, n'hésite pas à intervenir si les réponses méritent plus de clarté. Ok, je vais essayer d'aller le plus loin possible sans y passer 3 heures. Ok. Donc, les classes de signaux, d'accord? Quand vous êtes donc la première chose, c'est de comprendre que si vous inversez la logique de stratégie, ça commence mal, ok? C'est vraiment de dire, on lit les signaux quand on est dans une zone spéculative. C'est pas les signaux qui vous indiquent sur une zone spéculative. Enfin, peut-être avec l'expérience, mais normalement, c'est j'apprends à identifier mon contexte et quand je suis dans un contexte, c'est-à-dire, si je schématise, vous êtes déjà dans votre prési, ok?
Et vous savez déjà où vous en êtes. D'accord? Par exemple, je prends n'importe quel exemple, je suis dans une tendance primaire en train de trader la divergence. OK, par exemple. Donc ça veut dire, putain merde, pourquoi j'ai même pas mis d'image? OK, ça veut dire, j'ai donc une zone spéculative qui est définie par des éléments. D'accord? Ça marche? Non, mais peu importe en fait, la divergence ou n'importe quoi. L'intérêt, c'est juste de dire vous êtes dans un contexte que vous avez identifié grâce à des règles qui ne sont pas subjectives. D'accord? Et c'est de dire quand vous êtes dans cette zone-là, il y a un ensemble de signaux que vous devez chercher. D'accord? Donc débordement du contexte, prix, et il y a la partie signal. Donc il y a une partie sur le prix, c'est-à-dire une partie qui définit la zone technique, et il y a une partie de gestion du risque qui va réduire le risque du timing, c'est-à-dire est-ce que je rentre maintenant ou pas maintenant. D'accord? Jusque-là, ça va? Ok, donc ce que vous devez toujours vous dire, c'est si vous êtes en train d'interpréter un signal, est-ce qu'il est dans une zone spéculative? Si la réponse c'est non, c'est que vous avez fait le travail à l'envers, c'est-à-dire vous essayez de donner du sens au marché dans une zone qui probablement n'a pas le moindre intérêt. Ok? Donc faites toujours attention à ça. Ok? Ça va de même que quand vous êtes dans un range, parce que c'est souvent là qu'il y a beaucoup de signaux justement et que vous les interprétez à outrance pour rien. Quand vous êtes dans un range neuneux, les seuls signaux qui m'intéressent sont ceux qui se produisent sur les bornes neuneux. Hein. Si vous n'êtes pas à au moins 76% de retracement, je m'en tamponne le coquillard de tout ce qui va se passer avant. D'accord? Ça ne doit pas vous impacter et de dire ah oui, mais il y a un breakout, il y a un machin, il y a un bidule. Non, les règles, c'est il n'y a pas de zone spéculative tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau. Ok. Donc ça, c'est hyper important. C'est juste, je préfère insister là-dessus plus que pas assez. Donc, c'est la première chose. Par contre, une fois que vous êtes dedans, d'accord? Donc, vous avez par exemple dans le neuneu, voilà l'ensemble des signaux que vous pouvez exploiter. Break sine wave ou signal momentum. Donc, quand vous arrivez sur une zone de trade neuneux, ou n'importe quel contexte de tendance, puisque là, normalement, on fait la tendance, on va dire n'importe quel contexte, il y a des choses que vous allez exploiter. Donc, par exemple, on l'a vu, la troisième borne tendancielle, je veux des signaux tendanciels, c'est-à-dire rouge. Je veux un point rouge ou bear ou la div rouge, d'accord? Mais je veux un signal écrit en rouge, d'accord? Ou en bleu, hein, dans le sens de l'achat. Mais voilà, un signal tendanciel, c'est un signal de couleur, point barre. Voilà. Ça veut dire que si tu as le signal de couleur, tu peux cocher la case, et si tu as les autres éléments de gestion du risque, tu vas full 2%. Si tu as un signal qui n'est pas bleu, d'accord? Non, exit, c'est pas un signal de tendance, il est noir. Il est noir et c'est pas bleu, c'est pas rouge. Donc, si c'est pas bleu, c'est pas rouge, c'est pas un signal de tendance, égal. Ça veut pas dire que j'ai pas de signaux et que j'y vais le cul à l'air, mais ça veut dire que j'ai un signal qui ne correspond pas à ce que je recherche. Ah non, normalement, exit rouge, c'est pas possible. Non. Non, il y a la div qui peut être bleue ou rouge quand c'est une divergence cachée. Mais c'est tout. La div classique, d'accord, normalement, elle est grise. Voilà. Et les divergences cachées, qui ne se produisent normalement que dans les tendances, elles peuvent avoir une couleur, mais elles sont plus rares. Voilà. Bon, sinon on revient à l'essentiel. Donc, pour les signaux de tendance, c'est ça. D'accord? Il me semble que ça faisait partie de ta question. D'accord? Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, dans ta gestion du risque, si tu es dans une zone spéculative où il est stipulé que je veux un signal de tendance et que tu as un signal gris? D'accord? Qu'est-ce que tu vas en interpréter? N'ayez pas peur de dire une connerie, hein, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Oui, en soi, si tu as trois options, c'est de dire tu peux très bien ne pas du tout avoir de signaux, tu peux avoir le signal que tu veux ou tu peux avoir un autre signal. Et dans ce cas-là, bah, le fait d'avoir un autre signal, pour ma part, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir du tout. Donc, ça ne veut pas dire je peux y aller full parce que j'ai le signal que je veux, mais voilà. Généralement, donc dans ces contextes-là, n'oubliez pas que la target de break, ça peut tout aussi réduire votre risque. Donc par exemple, si j'ai une target de break et un signal bidule, en soi, c'est pas mal. Si je devais avoir un signal tendanciel et qu'au final j'ai un signal classique mais une target de break, bah ça peut compenser. Vous voyez, en fait, la gestion du risque, c'est je récupère toutes les informations que j'ai à ma disposition et j'en ai plusieurs. Quelles sont-elles? Donc on l'a dit, le signal. S'il n'y a pas de spécificité quant à la gestion du risque, en soi, n'importe quel signal, ça me va. Il faut juste un signal. OK? Quand c'est pas stipulé tendance ou pas tendance, ça veut dire n'importe quel type de signal. Par rapport à ça, il y en a un seul que vous devez retenir, c'est le take profit. D'accord? En général, quand vous avez take profit, qu'est-ce que ça veut dire?
Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à le dire. Mais normalement, celui-là, vous le connaissez. C'est le seul qui est un peu particulier. Voilà. Le Take Profit, il vous informe que en général, il faut être un peu patient. C'est généralement sur le sommet suivant que va se trouver la meilleure opportunité de trader. OK? Ça veut surtout dire que si vous tradez sur la zone de Take Profit, je veux un stop plus large. Voilà. OK? Il va falloir mettre un stop un peu plus large que juste la taille du canal de tendance parce que généralement, on va essayer de vous pousser un peu plus loin. Mais le Take Profit reste une pattern. Ça veut dire que si vous avez un schéma Take Profit et j'ai pas de signal qui arrive sur le sommet suivant, mais que j'ai un triangle, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que dans ce cas-là, j'ai eu un signal? Et bien là encore, la réponse, elle est ni oui ni non. C'est de dire, je n'ai pas de signal, d'accord? Mais j'ai eu un pré-signal avec le Take Profit. Donc, c'est pas comme si j'avais vraiment aucun signal. C'est que je devrais normalement attendre d'avoir un nouveau signal, comme là, c'est-à-dire Take Profit, et j'attends le signal après. OK? Mais c'est de dire, parfois, vous ne l'aurez pas. Mais le fait d'avoir une confirmation de prix, ça doit déjà vous dire, même si je n'ai pas eu le signal, j'avais le Take Profit sur le sommet précédent, qui a été détecté lui aussi. Clairement, ça sent qu'il faut s'en aller. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si je suis dans une zone spéculative, c'est toujours pareil. Ici, c'est compliqué, mais vous cherchez une divergence. D'accord? Donc, par exemple, la divergence ici, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été détectée d'ailleurs, parce qu'il y a un plus bas sur le momentum. Donc, normalement, là, ici, momentum, il aurait dû détecter la divergence. Et vous aussi, d'accord? Comme d'hab, l'algo, il ne fait pas toujours bien son travail. Là, en l'occurrence, il aurait dû mettre une jolie divergence. Ce qui est exactement ce que vous cherchiez d'ailleurs dans cet endroit-là. Soit dit en passant. OK? D'accord. L'overload gris, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Et n'ayez pas peur de dire une connerie, essayez. De toute façon, je vous rassure, donc la nature des signaux et leur interprétation, c'est niveau expérimenté. Ça veut dire, moi, je peux faire la différence entre plusieurs types de signaux pour savoir si ça va me permettre d'être plus ou moins agressif. Vous, en soi, je ne vous demande pas vraiment. Je vous demande juste de savoir interpréter la couleur du bordel. Normalement, même un enfant de 3 ans y arrive. Et après, je vous dis, il faut juste connaître le take profit. Exit, ça veut dire que si vous êtes dans une zone spéculative où vous devez take profit, vous take profit tout de suite. D'accord? C'est pas j'attends le reversal, etc. Voilà. C'est exit égale j'attends pas le triangle et de conneries du genre, je me casse. D'accord? Voilà. Au moins 50%, clairement. Si tu veux continuer à jouer au-delà de ça, tu fais ce que tu veux. Alors, l'overload, c'est juste que ça va encore plus loin. D'accord? Le surachat et la survente, pour ma part, dans l'indicateur, c'est une juxtaposition du momentum et des stochastiques de court terme. OK? Et je vais chercher des confluences entre ces deux types de dérivés de prix. Et de mémoire, il y a 2-3 autres filtrages, parce que c'est quand même pas si simple que ça. Mais il me semble que c'est principalement ça à la base qui déclenche. Donc on va dire c'est un mélange de momentum et de stochastique. OK? Le gris, c'est plus compliqué. C'est des stochastiques lents, toujours liés avec des cycles de momentum un peu plus longs. Donc, on va dire, c'est normalement plus difficile d'obtenir un gris qu'un rouge ou bleu. OK? Donc, gris, ça veut dire qu'on a bien tiré sur le momentum. Maintenant, encore une fois, tirer sur le momentum dans une tendance, c'est tout à fait normal. OK? Mais vous ne cherchez pas à les interpréter, ces trucs-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en vous voyez plusieurs gros points gris comme ça, d'accord? C'est généralement dans les tendances. Voilà. OK? Et c'est d'ailleurs un très beau signe de confirmation. Ça veut dire on arrache les momentum et on emmerde les bears. D'accord? D'autant plus là dans un V-bottom. OK? Ça, quand vous comprenez la nature du truc, ça vous permet justement de confirmer. Vous voyez que sur cette zone-là, même s'il n'y a pas la cassure de cycle, à ce moment-là même, d'accord, regardez, je me répète toujours en replay, c'est hyper important, mettez-vous toujours en contexte. Voilà. Quand vous avez ça là déjà, vous voyez que ça pue la merde. Vous êtes en train d'avoir un exit, donc là ça veut dire, quand tu étais à l'achat, franchement quand même, ça peut être un vieux range de merde, donc là tu dois clairement être en train de commencer à take profit une partie au moins, d'accord? Parce que là, c'est très dur, encore une fois, de voir la vagune étendue. Mais la poursuite du surachat, là, je t'arrache tout, nique sa mère,
ça doit commencer à vous dire, putain, mais ça répond même pas. C'est-à-dire, même les bears, là, on n'a pas. Voilà. Si c'est un haut de range, qu'est-ce que vous devez voir ici normalement? Si ce truc-là était en train de former juste un gros biseau de merde, qu'est-ce que vous devriez. Voilà. Ok. Bah, voyez que vous savez les interpréter, ces signaux. C'est pas. C'est de dire ici, si j'allais former un haut de range et que j'avais une fucking target ici, ah ben j'y vais, clair, grave. Est-ce que là, le exit, quand j'arrive ici, là, au niveau de cette ancienne target de break, c'est trop long? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si c'était vraiment ce qu'on voulait, on y serait allé plus vite ici. Mais clairement, là, sur cette zone-là, il fallait vous poser des questions, hein. Là, vous aviez exit, vous étiez sur une ancienne. Alors, il faut voir si elle était toujours valide. Attends. Tac. On va se mettre au moment du tac. Voilà. Donc là, vous avez un triangle. Non, vous voyez, la pattern était déjà terminée. Donc là, quand vous êtes ici, par contre, exit, il faut se poser des questions. Là, moi, pour ma part, celui qui ne fait pas un petit take profit là, je ne comprends pas. Clairement. Clairement, je ne le comprendrai pas là. OK? Est-ce que là, ça va un peu plus pour tout le monde sur cette histoire? Exit bleu et rouge. Non, mais c'est pas possible, c'est que tu changes les couleurs, cher ami. C'est moi qui ai codé l'indicateur, donc je sais quand même ce qu'il y a dessus. Alors déjà, je vois rien. Attends. J'irai vérifier pour pas dire de conneries, hein, mais là, c'est que tu changes les couleurs. C'est pas possible. Parce que les take profit, ils peuvent pas être bleus, hein. Donc je sais pas ce que tu fous, mais c'est. Ou alors, c'est quoi cette version folklorique que tu aurais de Momentum là? C'est pas possible. Not possible. Les take profits sont toujours gris. Il n'y a pas de take profit bullish or bearish. Donc là, je sais pas ce que tu as fait, mais tu as custom le bordel. Ah non, 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 mais je sais pas quelle version du bordel tu peux utiliser. Mais clairement, c'est plus. Soit c'est carrément expiré, mais les exits ne peuvent pas être de couleur, hein, chez moi. Juste à qu'à regarder dans les sorties aujourd'hui, hein. Voilà, si tu vas sur exit, voilà, il n'y a qu'une couleur. Tu vois, il y a pas plusieurs couleurs là. Il y a des trucs qui vont pas là pour ma part. Il y a des trucs un peu dangereux là. Tu vois, alors que les divs, justement, là, tu vois que tu peux avoir deux couleurs, bleu ou rouge. Bon, ça se voit à peine pour toi, mais voilà. Boule, pareil, tu sais, tu vois. Donc là, tu sais qu'il peut y avoir deux couleurs. Là, je te garantis, c'est pas possible qu'il y ait deux couleurs sur les exits ou je sais pas ce que tu as foutu, hein. Ah oui, toi, tu as changé boule exit et bear exit. Ah ouais, non, non, mais non, nope. Moi, si tu mets l'indicateur réglé par défaut, ils sont gris. C'est pas parce que toi, tu les as changés que ça change. Donc attention, ça c'est toi qui a modifié, cher ami. Et c'est sûr. Non? Alors, ah oui, des targets. Ok. Alors, les targets, vous n'avez que deux choses à connaître. D'accord? Il y a la target carré et la target croix. Ok? L'autre, c'est alerte de volatilité, le losange. Elle est juste là, donc normalement, celle-là, elle est claire, hein. Donc, je vous rappelle, alerte de volatilité égale. Normalement, vous devez lire votre contexte en regardant les 5 à 6 dernières boîtes. D'accord? Et si dans cet intervalle de temps, proche d'eux, vous voyez qu'il y a eu une alerte de volatilité, vous savez que du coup, vous prenez en compte vos bandes de Bollinger dans votre analyse. C'est tout. OK? C'est tout. Ça, c'est pour l'alerte de volatilité. Si vous avez une alerte de volatilité dans votre cadre d'analyse ou proche d'eux, voilà. Donc, quand je vous dis une alerte de volatilité, ça dure à peu près 5-6 bougies, enfin 5-6 contextes, c'est pour cette raison-là. OK? Dans ce cas-là, vous en tenez compte dans votre analyse. OK? Si elle s'est produite suffisamment longtemps dans le passé, normalement, elle ne vous impacte plus vraiment. OK? Et après, donc, vous n'avez que ces trucs-là, le carré ou la croix. En soi, c'est le même algo derrière. D'accord? C'est juste que selon l'environnement dans lequel ça se produit, je vais mettre une croix ou un carré. OK? Le carré, il vous dit hop, 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 doucement l'ami, ça sent pas trop la tendance. D'accord? Ça veut dire qu'en gros, il détecte que ça casse dans tous les sens. C'est un peu le foutoir, pour vous la faire simple. Là, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, c'est pourquoi il ne l'a pas mis en valeur. Parce que donc, je vais essayer de vous trouver un cas de figure où c'est le cas. Tac. C'est très étrange qu'il ne l'ait pas fait. Alors, là, il doit y en avoir à plus court terme. Non plus. Which is strange. Je vais aller encore plus court terme. Voilà.
parfois vous allez voir ça, c'est-à-dire les carrés qui sont entourés de gris. D'accord? Alors pour avoir ça, je vous rappelle, il faut mettre les Show Historical Alerts. Ok? Mais quand vous voyez donc votre carré qui est entouré de gris là, comme ça, je vous rappelle, donc ça veut dire que vous avez un range. Ok? Plus ou moins neutre. Ok? Quand vous l'avez qui est mis en valeur ce carré, c'est que normalement vous devez voir la structure du range. Ok? Bon, là, on n'est clairement pas sur les bons time frames, donc on analyse clairement du bruit à débile. Mais si on devait quand même essayer, donc vous voyez, à chaque fois qu'il va vous mettre ce truc-là, regardez, paf, tu vois, là, il est mis en valeur, etc. Donc normalement, quand vous avez ça, ça veut dire, à cet endroit-là, je dois commencer à capter la gueule du range. Là, bon courage pour capter. Bon, de toute façon, on n'est pas sur le bon time frame. Mais c'est tout ce que vous dit ce truc-là. Ok, quand vous avez un carré qui est détecté par l'algo comme un contexte, c'est que normalement, vous devez être capable de voir quelle est la structure du range. C'est-à-dire que ça doit être visuel. Vous devez avoir soit un triangle, soit un canal. Mais normalement, vous devez être capable de bien identifier la structure du range parce qu'il a déjà breaké un peu dans tous les sens. Ok? C'est ce truc que vous devez savoir. Et la croix, c'est juste le breakout de base. Ça veut dire les acheteurs ou les vendeurs essaient d'accélérer. Et vous savez que dans des environnements de type range, c'est souvent là que ça se retourne. Donc, c'est en soi un signal. Quand vous êtes dans un environnement de type range, ou un environnement où il y a marqué optionnel, target de break ou truc comme ça, et quand vos opposants ils essaient de bourrer comme des cochons, dans votre zone spéculative, mettez-vous en face. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc la target de break, c'est un signal en soi quand vous en avez besoin. Dans les tendances, les targets de break, vous n'en verrez pas normalement. D'accord? Donc, par exemple, dans les environnements de type pullback, ça doit être assez rare d'arriver à avoir une target de break. Ou alors, il faut que ce soit un carré. Ok? Ce genre de truc, normalement, ça doit... avec la pratique, ça va vous paraître de plus en plus évident. Ok? Oui. Alors, de toute façon, le manuel PDF, théoriquement, la raison du changement de couleur... Bon, oui, mais les exits, ils ont été définis d'une certaine façon. C'est de dire, là, en fait, je ne sais pas pourquoi tu as changé les couleurs. Ça t'a peut-être semblé être une bonne idée, mais dans ce cas-là, ça ne transforme pas le signal en signal de tendance. C'est juste ça que je voulais reclarifier. Tu fais absolument ce que tu veux avec le custom de l'indicateur, mais par contre, tu ne peux pas derrière considérer ça comme un signal de tendance. Ce n'est pas un signal de tendance, c'est point rouge, point bleu, boule, bear et les divergences cachées. C'est tout. Voilà. Pourquoi te parle d'accélération des prix sur une target? Tu peux me refaire la question juste pour que je sois sûr d'y répondre correctement? Alors, le exit, c'est pas totalement un signal neutre, hein. C'est pour ça que je vous l'ai mis pas en gris, je l'ai mis en gris foncé, d'accord? Normalement, exit, c'est si tu es dans ta zone spéculative que tu as un exit, je veux un TP tout de suite. Pas forcément total, mais clairement, faut pas me tirer la pause au-delà de ça, quoi. C'est qu'il y a un risque de renversement assez fort. Oui, alors voilà, donc la target de break, elle se produit soit parce qu'on casse des cycles, ça veut dire, bon, concrètement, ça devrait être autour des vendeurs et ça vend pas, donc c'est preuve de la force des acheteurs, soit souvent, ça va être une accélération sur le momentum. Pas sur le momentum, sur le... C'est pas le momentum. Là, je sais plus de dire, je vais détecter des comportements anormaux de chandelier. Genre des grosses bougies haussières, ça va vous déclencher des targets de break. Des trucs comme ça, avec des bougies. Alors, pourquoi je vous ai fait des trucs comme ça? C'est pour vous simplifier la vie, parce qu'en fait, bon, le trading, c'est compliqué, les gars, hein, et si je devais vous montrer les patterns derrière ce truc-là, vous y comprendrez rien du tout. Donc, j'essaie de vous décortiquer l'essentiel à savoir, mais en soi, c'est la partie où justement, c'est là que se trouve la valeur de l'indicateur. C'est que j'ai synthétisé des choses infiniment complexes, enfin infiniment, en tout cas très complexes, que j'aurais énormément de mal à vous inculquer. Mais en soi, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous sachiez comment tout ça est fait. C'est juste de dire, vous sachiez comment l'interpréter quand ça se produit devant vous. Sinon, pourquoi vous achetez, enfin, pourquoi vous utilisez et vous payez des indicateurs? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si je pouvais vous donner tout ce qu'il y a dedans, en fait, pourquoi j'ai créé des indices? Parce que c'est trop compliqué à retenir et pour moi, j'y vois pas l'intérêt en fait de retenir tout ce qu'il y aurait dans cette formule. Ok? C'est là que l'indicateur, il est là pour vous simplifier une démarche complexe.
Voilà. Évidemment, après, ceux qui veulent le faire à la main, sans l'indicateur, bah, il faut vous-même que vous définissiez un équivalent de ça. D'accord? Donc, comme je suis transparent, je vous donne les éléments les plus essentiels pour constituer votre propre version du target break si jamais vous n'avez pas l'indicateur. Il faut casser des cycles. Donc, vous prenez par exemple un indicateur sine wave de base, voilà, et vous savez que quand on casse un cycle, normalement, vous pouvez considérer qu'il y a une target de break. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous n'avez pas mon truc. Voilà. Tout est remplaçable. OK? Est-ce que ça a répondu à vos questions ou pas? Et pour bien interpréter, la target de break, elle vous sert de signal, d'accord, qui n'a rien à voir avec le momentum. C'est vraiment deux algos totalement indépendants l'un de l'autre. D'accord? La target de break, vous l'aurez souvent dans le précis, d'accord, en termes de signal. Tu vois, break sine wave optionnel. D'accord? Donc c'est bien de comprendre que ça sert de gestion du risque dans beaucoup de cas de figure. Ça vous permet de réduire le risque. Voilà. Donc toutes les patterns où il y a écrit break sine wave optionnel, allez-y, amusez-vous. Dès qu'il y a une target de break, vous y allez. Si vous êtes dans la zone spéculative, d'accord, j'entends bien. Et vous savez que le stop loss doit être au moins au-dessus de la target de break, hein, dans le cas où il y en a une, par exemple. Donc ça vous aide à la fois pour mettre les stop loss, pour trader dans les zones spéculatives. Ok. Alors oui, pardon, je réponds même à la question finale. Donc par exemple, si je me mets sur celle-là de target de break, ok, ou n'importe laquelle, hein, donc là, admettons ici, on était dans une zone spéculative. Bon, c'est pas vraiment le cas, mais je m'en sers d'exemple bête et méchamment. Donc d'accord, si je me mets là, j'ai l'apparition de la target de break. Elle est super loin du prix. Qu'est-ce que je fais dans ces cas de figure-là? Est-ce que je mets un ordre de vente là-haut? Bon, oui, éventuellement, hein, d'accord? Mais là, vous voyez bien que ça va être compliqué quand même de monter là-haut. Voilà. Vous voyez la durée de vie de la target, vous dites, là, si le prix il arrive ici, ça fait quand même bien vénère. Bon, why not, hein? Mais dans ce cas de figure-là, vous savez qu'il y a une target de break. Vous savez qu'elle est active jusqu'au 13 septembre 2021. Vous pouvez tout à fait mettre un ordre de vente à 13,80 sous la target, bien sûr. Et sinon, bah, hop, dès que vous allez avoir des triangles, c'est là où il faut vous dire, OK, là j'avais le triangle, j'y allais. OK? C'est important ça, hein? Alerte de contexte UT+. Oui, aussi. Mais là, c'est plus de dire, quand vous avez le triangle qui arrive, donc je rappelle, triangle égale réaction de prix, donc quand vous avez une réaction de prix alors qu'il y a eu une target de break, ça suffit. C'est-à-dire que là, en soi, vous n'avez pas de signaux. Ah, pardon, vous avez un take profit et une target de break. OK? À partir du moment où vous avez ce truc-là, c'est là où vous pouvez interpréter tous les signaux que vous avez à disponibilité. Là, vous aviez take profit et target de break. Quelle est la gestion du risque de cet environnement? C'est possible d'aller un peu plus haut. OK? Parce que take profit. Mais j'ai déjà une target de break. Ça veut dire qu'encore une fois, si j'y vais ici, je peux y aller, oui, mais doucement. Tout doucement. Avec un petit ordre, possiblement un peu plus haut. OK? Et encore une fois, l'avantage de ce truc-là, c'est que bah, la lecture de ces informations de gestion du risque module votre risque. Vous savez, bon, là en plus, on fait de la merde. On analyse un truc qui sert à rien. Je vous rappelle, si vous êtes en train de vendre des sommets historiques, c'est que vous faites de la merde. OK? Je dis au mieux, on fait des take profit en sommet historique. Mais donc là, on analyse de la soupe, d'accord? Mais c'est juste pour l'exemple, hein, si je dénature l'exemple, si vraiment on avait une bonne raison de trader ici, ce qui là n'était clairement pas le cas, d'accord? Voilà comment on aura interprété le signal, d'accord? C'est quand j'ai mon triangle, c'est là où je peux interpréter une target qui est toujours active. Tant qu'elle est rouge, elle est active, ok? Est-ce que ça répond bien à votre question sans subjectivité ou pas? S'il y a encore le moindre doute, vous n'hésitez pas. Pardon, j'avais pas vu la question. Dans le cas d'un breakout, normalement, oui, ça doit coller avec la target du ratio 1 pour 1 que vous devez atteindre. Mais prenez toujours le réflexe de le vérifier. Voilà. C'est-à-dire, normalement, quand vous avez un breakout, vous reportez votre range, ratio 1 pour 1, au niveau de breakout correctement. Parce qu'il peut arriver que sine wave, ils le mettent pas, enfin, que la target de break soit pas positionnée correctement. Là encore, c'est un algorithme et il peut clairement pas être parfait.
Alors, la target n'est pas un signal tendanciel ou neutre, etc. On s'en fout. C'est juste, voilà, c'est une anomalie de cycle qui peut vous donner un timing de positionnement à condition d'être dans une zone spéculative. Ça sert en plus à vous donner la zone de prix maximale qui est supposée atteindre le prix. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, si vous devez vendre dans cette zone-là, la target de break vous permet de dire, normalement, mon stop loss, il est tranquille au-dessus de ce truc-là. Donc ça sert à deux choses. La target de break, elle vous incite à dire, il y a une accélération sur le prix. Si j'ai une raison de vendre ici, ça peut être un bon moment pour déclencher, d'accord? Et ça dure pendant une certaine durée, ok? Et à partir de là, par exemple, si j'ai target de break et que je commence à voir arriver des signaux, est-ce que ça, par exemple, ça ne me permet pas d'anticiper le trade? Bon, vous, je ne veux pas trop que vous le fassiez, d'accord? Mais moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai une target de break et que je vais avoir un signal, j'attends pas la confirmation, en fait. Moi, je commence déjà à take profit ou à faire des trucs. Et je prends du risque. Et évidemment, derrière, si j'ai pas le triangle, bah, je sais qu'il va falloir inverser le trade. D'accord? Bon, là, je suis allé un peu loin. Mais concrètement, voilà à quoi ils servent ces signaux. Pourquoi ils sont complexes et pourquoi je me suis fait chier à en faire toute une flopée de signaux différents alors que j'aurais pu vous faire buy, sell. Tu vois ce que je veux dire? Ou un seul petit point, sans variante, etc. C'est parce que si vous voulez progresser jusqu'au niveau vénère, euh, gros niveau de gestion du risque, vous pourrez vous servir des mêmes outils. C'est juste que là, vous apprendrez à vous en servir de plus en plus précisément. Oui, effectivement, on va passer sur la partie range. Voilà. Moi, ces outils, je les ai conçus pour ma gueule, d'accord? C'est-à-dire le plus haut niveau de prise de risque que j'ai jamais vu en 10 ans de métier. J'ai rarement vu un mec prendre plus de risques que moi, d'accord? Hors cas très rare. Donc, ou hors des mecs qui se brûlent les ailes 6 mois après. Donc, il faut vraiment faire attention, ok? Moi, je cherche énormément de risques, ce qui fait que j'ai une gestion du risque énormément précise pour compenser la prise de risque. Et je peux vous amener jusqu'au fond du terrier du lapin blanc. Enfin, je veux dire, normalement, un mec qui arriverait à dire ouais, l'indicateur de fil, ça suffit pas, j'aurais aimé que ça aille plus loin. Je cherche toujours un mec qui me dira ça. Parce que moi, si vous voulez apprendre au-delà de ce que je vous apprends, il n'y a pas de souci, je peux vous amener plus loin. Mais on a déjà essayé et il n'y en a pas beaucoup qui suivent, hein. Donc, a priori, je pense que déjà, si vous avez un socle de base correct, range plus tendance, ça va déjà très très bien. Voilà. Mais si vous voulez aller plus loin, avec les mêmes outils, c'est faisable. Et après, je vous apprends toutes les nuances, je vous apprends des séquences de machin, etc. Et voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Ok, on arrête aujourd'hui pour la partie tendance. Bon, du coup, on n'a pas fait trop d'exemples. Ah, ouais, mais c'est pas multi-time frame. Le WTI, c'est particulier. C'est plus que, bah, pareil, ça fait partie de ces actifs qui sont décorrélés, enfin, qui sont inversement corrélés au dollar. Donc, en fait, théoriquement, si tu voulais vraiment analyser la valeur du WTI, tu devrais le détrend par le money supply. Voilà. TIA, ça n'a plus de structure, c'est le bordel. Donc, je ne sais plus cadrer ce bordel. Moi, je ne sais pas où ça va. Tout ce que je sais, c'est que je suis toujours dedans à l'achat, mais que maintenant, bah, on peut retomber à 4 si on veut, hein. Je ne sais pas combien ça vaut parce que ça n'a pas de structure. Donc, je vous dis, moi, le problème, c'est que je ne sais pas combien ça vaut. Il n'y a pas de troisième borne, il n'y a rien. Donc, ça, moi, le problème de ce truc-là, c'est que je vous dis, ça peut passer de haussier à baissier. À tout moment, je ne mets plus de tampon là-dessus. Je me laisse porter, en fait, par Celestia parce que c'est un airdrop, d'accord? Mais c'est tout. Voilà. Là, ça cherche un maximum. Quand ça va le trouver, le retracement, je ne saurais pas quel minimum il va chercher derrière. D'accord? Eh bien, où sortir? Mais je sais pas, moi. J'ai déjà fait mes sorties depuis longtemps, moi, en fait. Je vous ai déjà dit, dans le range, là, j'ai sorti, je sais plus, genre 25 ou 30%, peut-être un peu plus. Et après, j'ai sorti à 4 et quelques, sorti par là, pour essayer de choper le premier suivi de tendance. Et je me suis fait racler comme il faut. Et j'ai dû sortir le reste là à 6,30. Et après, j'avais plus rien. Moi, j'ai dû faire TP, TP. Et maintenant, je garde le reste, hein, avec l'airdrop. Je l'ai dit que je gardais et je stakais 50% de l'airdrop, moi. Et je me fiche de savoir. Pour moi, Celestia, c'est un super bon projet, mais ça va mettre beaucoup de temps à délivrer parce que il y a une rupture technologique sur le data availability sampling. En tout cas, moi, j'en suis pratiquement certain.
Maintenant, comment le marché va valoriser ce truc-là, j'en sais rien. Et en fait, je m'en fous, hein. Là, je vous garantis, ce que j'ai aujourd'hui sur Celestia, je le vends plus, hein. Au pire, je le hedge. Et de mémoire, j'ai hedgé par là. C'est ça, oui, voilà. J'ai dû vendre ici, moi. J'ai dû shorter là. Et je me suis fait dégommer les stops gentiment, tranquillou, il y a quelques semaines. Quelques jours, oui, puisque c'était... Enfin, voilà. Donc, voilà, moi, c'est ici, je couvre ma position. C'est-à-dire, je vends ce que je possède. Et je me suis fait stopper direct, comme un malpropre. Et de mémoire, je l'ai retenté ici hier et je me suis encore fait stopper cette nuit. Bon, donc voilà, moi pour moi, ça ne peut pas s'arrêter. Ici, j'avais un pullback, donc ici, excès final. Donc moi, comme d'hab, hein, au-dessus des contextes et tout le bordel, je fais le taf, en horaire, pardon. OK? Donc moi, clairement, sur ces zones-là, ça, c'est un excès final, hein. Donc là, tout ça, aucun problème à shorter ça, hein. Voilà. Maintenant, ce que tu vois, bah, tu as tout sur le graphique, hein. 1-1, final excess. Ça veut dire qu'on est allé au-delà du ratio 1 pour 1. Donc, pour moi, je ne sais plus cadrer ce truc-là. Soit c'est une tendance sur l'UT supérieure, c'est-à-dire dans ce cas-là, euh, tu vois que ça rebondit sur les moyennes horaires. Donc, ça se trouve, c'est une tendance daily. Et ça, c'est enseigner les suivis de tendance. D'accord? On ferait premier, deuxième suivi de tendance, mais j'en sais rien. Voilà, c'est plus de dire à ce stade-là, je suis obligé de tordre tout un tas de règles, parce que là, concrètement, en daily, j'ai rien du tout. Donc, je suis juste conscient que ce truc, il peut monter, je me tamponne de savoir jusqu'où, je ne sais pas cadrer ça. Par contre, je sais que quand on va retracer, ça va être vénère. Parce qu'il n'y a pas de soutien, en fait. Il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de structure. On cherche le maximum et après, on va chercher le minimum, hein. Donc, pour ma part, attention au range. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais moi, tant que ça monte, je vais pas. Tu vois, à certains endroits, je tente de hedger ma position et je shorte pas le cul à l'air. C'est juste de dire, je prends une perte sur. Allez, je te donne les montants. J'ai couvert 25% de la position. Tu vois? Ça veut dire, par exemple, pour 100 TIA, j'en ai vendu 25. Donc, je me mange une perte sur les 25 TIA, sous saille, mais c'est couvert par le gain de 75 autres TIA. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, on peut en faire un dernier quand même pour qu'il y ait des exemples aussi aujourd'hui. Alors, Injective, c'est pareil, ça monte dans la stratosphère n'importe comment. Je suis short dessus. Et si vous en avez à l'achat, je vous inviterai à récupérer vos profits. Parce que c'est bien beau de monter n'importe comment. Mais là, pour le coup, la valeur de Injective, elle est plus facile à mesurer et on en est très loin. Voilà. Donc on fait attention. Hein, Injective, ce n'est pas une rupture technologique. Hein, alors que Celestia, oui. Hein. Celestia, ça vient de péter le game dans la data availability. Alors que c'est clairement pas le cas. Enfin, il n'y a pas de révolution chez Injective. Hein. Il y a à peu près 15 blockchains qui font la même chose. Donc faites gaffe. Hein. Voilà. Non, non, non. Alors, une vague 1 étendue égale, il y a un range, je le casse par le bas, puis je le casse par le haut en V-bottom. Ça n'a rien à voir avec ça, TIA. TIA, là, c'est juste, ça monte sans range, donc on ne peut pas appliquer le schéma de tendance parce qu'on n'a pas le range qui précède. Voilà, tout simplement pas assez de données. Donc, ça monte, puis ça finira par baisser, et après, on aura un point haut, un point bas, et on pourra ranger jusqu'à ce qu'on sorte éventuellement de ce range. OK? Mais si ça monte en ligne droite, et qu'il n'y a pas de range, qu'il n'y a pas de troisième borne, moi, pour installer de la valeur, il faut que j'ai une troisième borne. Voilà, d'accord? Si on fait que les squeezer, on passe à travers comme s'il n'y avait rien, c'est que le marché n'a toujours pas trouvé son sommet. Quand il l'aura trouvé, il va chercher un creux derrière. Et le creux, je ne sais pas où il va le trouver. D'accord? J'ai pas de schéma qui me permet de structurer ce bordel. Ça monte. Donc, encore une fois, on ne vend pas un truc qui monte. Mais par contre, vous ne savez pas jusqu'où ça va. Il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de structure, donc vous ne pouvez pas appliquer ma stratégie là-dedans, vous vous laissez porter. Moi, je me laisse porter, hein, voilà. Ok, allez, on fait LH et Thales, et après on passe au range, ok? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir bouffer tranquille, et j'ai faim. Alors, c'est encore un beau bordel, cette histoire. Non, c'est pas mal. Alors, ça, c'est propre, mais c'est un bordel. Alors, on serait peut-être sur du trimestriel, ok? Parce que vous voyez qu'ici, le range est quand même relativement long, donc, puis surtout, vous voyez que ça colle pas au niveau des cycles, ça fait un peu chelou. Ou alors, multi-time frame, possible. Ça pue le MTF. En tout cas, il y a des facteurs. Oui, ça, c'est même multi-time frame. Ok. Donc, ça, c'est multi-time frame. À tous les coups.
À vérifier sur les indicateurs, mais à mon avis, c'est multi-time frame. C'est multi-time frame. Ok. Donc ça, on n'en parle pas. Ok. Enfin, je préfère pas vous former sur le multi-time frame. C'est plus de dire, voilà, vous devez voir tous les excès, les machins, les bordels. Demandez à un expérimenté. Ok. Donc clairement, ça, c'est multi-time frame. Thales. Merde, c'est pas le bon, pardon. HO Thales. Ok. Alors là, pareil, hein, vous voyez les bornes de range, ça sent le trimestriel. Hein. Donc moi, je dirais trimestriel là-dessus, et vous avez une revisite du niveau de breakout ou pas vraiment. Alors c'est pareil, ça c'est le Covid, fait chier. J'ai plus envie de dire, c'est un suivi de tendance un peu bourrin, ok? Mais là, vous voyez bien le range, c'est bien propre, d'accord? On voit bien les bornes, d'accord? Ça break ici, c'est là où vous avez bien la cassure de cycle, vous avez tout ce qu'il faut. Je dirais un suivi de tendance un peu trop profond ici. Et vous voyez, ça repart vite derrière, mais on ne revient pas visiter le niveau de breakout. Vous voyez, le niveau de breakout, il est clairement là. C'est ici. Et vous voyez qu'on ne vient pas le chercher. On pourrait se le dire, tu vois, normalement, revisite du niveau de breakout avec une moyenne ascendante qui réagit, ça doit vous faire penser normalement à la vague 5 étendue. Donc, moi, je dirais qu'ici, si vous tradez une vague 5 étendue, je dirais pas non. Mais quel est l'élément qui doit vous poser problème pour dire ça sent pas la vague 5 étendue? Pourquoi? C'est pas avec les cycles, c'est avec l'histoire du range. Je vous rappelle, la vague 5 étendue, normalement, elle va créer des ranges au niveau du canal de tendance. C'est-à-dire, là, ce qui me gêne, c'est que j'ai pas de troisième borne. Je vous aurais dit oui, mais normalement, il faut une troisième borne. Et après, on la casse et on réalise un deuxième breakout. Vous voyez, là, le fait que ça V-shape, ça me laisse plus à penser à une tendance classique. Ou alors, il aurait fallu aller plus bas ici. Tu vois, aller un petit peu plus bas pour vraiment me revisiter ce niveau de breakout. Et là, je vous aurais dit, OK, c'est la vague 5 étendue. Moi, je dirais, si on fait abstraction du fait que... Alors, si on part du principe qu'il n'y a pas eu le Covid, que ça n'a pas quand même fucké le monde, c'est-à-dire on a tous été enfermés chez nous, les entreprises ne fonctionnaient pas, va pricer des entreprises, voilà, puis je ne sais pas dans quel secteur, oui, en plus Thales, voilà le secteur d'activité, s'il te plaît. Donc, secteur industriel en pleine crise de Covid, voilà, je dirais qu'ici, il faut malheureusement peut-être se dire, il y a beaucoup d'anomalies dans la séquence, et notamment, pour un premier suivi de tendance, bonjour le suivi de tendance. Par contre, il a V-shape derrière. Donc ici, tordre la règle, je dirais que si vous exploitez ça en tant que vague 5 étendue, je vous dirais pas non. Mais si vous exploitez ça en mode, putain, il y avait un suivi de tendance, je me suis mangé un stop, est-ce que dans ce cas-là, j'invalide ma tendance? J'aurais tendance à vous répondre non. Ok? Ça veut dire que si vous avez pris le suivi de tendance ici, normalement, vous êtes fait stopper comme un malpropre sur les mèches basses. Mais si vous avez toujours vos trades en breakout ou des trades de bas de range, moi, je traderais ça comme une tendance et pas comme une vague 5 étendue. Vous voyez vous saisissez la différence ou pas? Parce que pour moi, ça, si vous le tradez comme une vague 5 étendue, vous n'aviez aucune chance d'attraper le bottom ici. Parce que vous auriez attendu plus bas. D'accord? Il n'y a pas la troisième borne et tout, ça doit vous inquiéter. Parce que normalement, ici, vous seriez attendu à un rejet de troisième borne pour pouvoir justement repayer au niveau de la moyenne. OK? Et surtout du niveau de breakout. C'est-à-dire, normalement, ici, vous auriez attendu par là, avec un ordre d'achat entre 40 et 50, on va dire. Et là, boum, on vous fait un ATH. Ça doit déjà vous dire, pour une vague 5 étendue, ça sent pas bon. Ça se passe pas comme prévu. OK? Et de toute façon, quel est le meilleur trade d'une vague 5 étendue? C'est la vague 4-5. Ça veut dire, en soi, vous devriez laisser Thales monter. Vous savez que votre prochain achat, il se trouve au niveau de la moyenne ascendante. Donc, en 2030, vers la zone des 100 balles. Et en soi, vous vous en foutez de ce qui se passe maintenant. D'accord? Donc, voilà pourquoi je trierais de dire, si vous séparez les deux comme étant probables, ce qui est à mon avis la bonne chose à faire, positionnez-vous dans la question la plus effective. C'est-à-dire, en termes de trading, qu'est-ce que je peux faire? La vague 5 étendue, est-ce que tu peux la trader? Pas vraiment. Et elle dévie déjà de la séquence. Si je tradais ça comme une tendance, normalement, vous allez manger un stop, hein, clairement. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reprends une position au beau milieu du Covid ou je ne sais pas, peut-être? Mais en attendant, si vous aviez tradé les breakouts, moi, je pense qu'il n'y a aucune raison de changer votre fusil d'épaule. Je pense qu'ici, vous avez juste mangé un gros suivi de tendance bien enflé, nique sa mère.
En trimestriel égale normalement, voilà. Pour ma part, ici, il n'y avait pas. Alors, vous aviez une troisième borne en retard, vite fait. Je pense qu'elle est là. Ouais. Ah, c'était pas facile à naviguer. Moi, perso, ça, je l'aurais payé, hein. Voilà, j'aurais pas trop hésité à payer ici. Tu vois, et ça réagit, et là, bam, tu te fais dégommer ta race par le Covid. Mais tu vois qu'en soi, très vite, on reprend le niveau et il n'y a pas beaucoup de résistance, en fait, ici. Donc, voilà, moi, je dirais, c'est un suivi de tendance qui s'est très mal, qui a été très mal géré derrière parce que, bah, voilà, Covid. Dans un secteur qui a quand même vachement mangé, enfin, je veux dire, Thales, pendant le Covid, c'était clairement un des trucs qui était le plus touché par le changement de paradigme, quoi. Voilà. Ok. On passe sur le range vite. Et du coup, je raccourcirai le range. On fera que 40 minutes. Je suis désolé. Allez, je coupe celle-là et on lance le range.